La bougie achevait de se consumer, laissant ses dernières gouttes de cire sur le chandelier, lorsque Constance Meredith traça la dernière ligne et se renversa sur le dossier de sa chaise. Ses doigts, maculés d'encre, tremblaient légèrement, non de fatigue, mais de cette exaltation qui la saisissait toujours à la fin de chaque chapitre. Elle écrivait sur la passion, sur ce désir qui oppresse la poitrine et coupe le souffle, sur ces contacts interdits mais inévitables. Un silence absolu régnait dans la maison. Mary, la domestique, dormait depuis longtemps dans sa chambre du rez-de-chaussée, et la vieille demeure craquait de toutes ses lattes, comme si elle conversait avec elle-même dans l'obscurité nocturne. Constance approcha la page de la bougie, relisant ce qu'elle venait d'écrire. Son héroïne, une fille de fermier, embrassait un brigand dans une grange, le dos pressé contre le mur, sentant son souffle sur son cou. Constance ferma les yeux, s'imaginant la scène avec une clarté telle qu'elle aurait pu y être. Elle passa une main sur son visage, sentant ses joues qui a brûlé. Elle avait 32 ans. Elle était veuve depuis 4 ans. Une veuve respectable, convenable, qui portait des robes sombres, allait à l'église le dimanche et ne se permettait jamais le moindre écart. Constance Meredith, c'est ainsi qu'on la connaissait à Cross Plain, une petite ville à la frontière du Kansas et du Missouri. Une femme qui vivait seule dans la maison laissée par son défunt mari, qui participait aux œuvres de charité et disait toujours les bonnes choses au bon moment, mais la nuit. Elle devenait quelqu'un d'autre. Constance plia soigneusement les feuilles manuscrites et les cacha dans le tiroir de son secrétaire, qu'elle ferma à clé. Elle dissimulait la clé dans sa boîte à bijoux, là où personne n'irait la chercher. Ses manuscrits partaient pour Saint-Louis tous les 2 mois, enveloppés dans du papier brun et ficelé. L'adresse de l'expéditeur portait un nom qu'elle avait inventé 3 ans plus tôt. Elizabeth Thorne. Elizabeth Thorne. Une romancière dont les œuvres s'arrachaient dans les librairies de Saint-Louis, de Chicago et même de New York. Des livres scandaleux, osés, débordant de passion, que les dames lisaient en cachette, dissimulés derrière leur éventail, tandis que les messieurs en discutaient dans les fumoirs. Personne ne savait qui était Elizabeth Thorne, et Constance comptait bien préserver ce secret jusqu'à la fin de ses jours. Elle souffla la bougie et se rendit dans sa chambre, sentant la fatigue peser sur ses épaules. La nuit la contemplait par la fenêtre, et au loin, un coyote hurlait. Constance se glissa dans son lit, remontant la couverture jusqu'au menton, mais le sommeil la fuyait. Elle pensait à son héroïne, à son brigand, à la fin de leur histoire. Puis elle songeait à sa propre vie, vide, correcte, sûre, et au fait qu'elle ne ressentirait plus jamais rien de ce qu'elle décrivait. Le matin arriva avec le chant du coq et un coup frappé à la porte. Constance ouvrit les yeux, pas tout à fait réveillée, et entendit la voix de Mary en bas. « Madame Meredith, vous avez de la visite. » Constance s'assit dans son lit et regarda la pendule sur sa table de chevet. 8h30. Qui pouvait bien venir si tôt? Elle se leva vivement, enfila une robe de chambre et descendit. Dans le vestibule se tenait Mary, son visage rond exprimant un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Qui est-ce » demanda doucement Constance. « Un homme, madame. Il a dit qu'il venait de Saint-Louis, pour une affaire concernant la maison d'édition. Je l'ai laissé au salon. » Le cœur de Constance manqua un battement. La maison d'édition, de Saint-Louis. Elle déglutit, s'efforçant de rester calme. « Merci Mary, je vais me changer et je descends. Proposez-lui du thé. » Elle monta dans sa chambre, ferma la porte et s'y adossa, sentant son cœur battre à tout rompre. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? La maison d'édition ne lui avait jamais envoyé personne. Toutes leurs affaires se traitaient par courrier. Elle envoyait ses manuscrits à un certain M. Alvin Cotter, son éditeur, qui lui faisait parvenir ses honoraires et de courtes lettres sur l'état des ventes. Tout était réglé,
sûr, anonyme. Constance fit une toilette rapide, ramassa ses cheveux en un chignon strict et enfila une robe bordeaux à col montant, respectable, modeste, digne d'une veuve. Elle se regarda dans le miroir et vit exactement ce qu'elle voulait voir. Une femme sans aucun secret. En descendant au salon, elle aperçut un homme debout près de la fenêtre. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume sombre de coupe citadine, visiblement fait sur mesure. Ses cheveux étaient châtain foncé, avec de légères tempes grisonnantes, et son visage était beau, avec un nez droit et une mâchoire volontaire. Quand il se retourna, Constance croisa son regard, des yeux gris attentifs et intelligents. Madame Meredith, sa voix était grave, agréable, avec un accent subtil de la côte Est. « Oui, c'est moi. » Constance entra dans la pièce, s'efforçant de paraître assurée. « On m'a dit que vous veniez de Saint-Louis ?»« Daniel Gray, » s'inclina-t-il légèrement. « Je travaille pour la maison d'édition Cotter. Je vous prie de m'excuser pour cette visite matinale, mais je dois vous parler d'une affaire d'une certaine importance. » Constance lui désigna un fauteuil et s'assit elle-même sur le canapé. Mary apporta un plateau avec du thé et des biscuits, et Constance lui fit un signe de tête pour lui indiquer qu'elle pouvait se retirer. Lorsqu'ils furent seuls, elle regarda Daniel Gray, attendant. « Je suis venu à Cross Plains pour une mission particulière confiée par M. Cotter, commença-t-il en acceptant d'une tasse de thé. Nous recherchons une auteure qui publie sous le pseudonyme d'Elizabeth Thorne. Peut-être avez-vous entendu parler d'elle. » Constance sentit le sang quitter son visage, mais elle s'efforça de garder une expression indifférente. Elizabeth Thorne. Oui, il me semble avoir entendu ce nom. Elle écrit des romans, n'est-ce pas? Exactement, dit Daniel en buvant une gorgée de thé, tout en étudiant son visage. Des romans qui ont beaucoup de succès. Le problème, c'est que monsieur Cotter ne l'a jamais rencontré personnellement. Toutes leurs affaires se sont faites exclusivement par courrier. Les manuscrits arrivent de Hans de Cross Plains, mais sans adresse sur toi. De retour, seulement la mention de la ville de Cross Plains, Kansas. Les honoraires sont envoyés au bureau de poste local, où une personne se présentant sous le nom d'Elizabeth Thorne vient les chercher. « Chez quelle intrigue ?» dit Constance en prenant sa tasse, espérant qu'il ne remarquerait pas le tremblement de ses doigts. « Mais pourquoi avez-vous décidé de la retrouver maintenant ?» Parce que M. Cotter souhaite lui proposer un nouveau contrat, répondit Daniel. Ses livres génèrent des bénéfices considérables, et il est prêt à payer beaucoup plus pour les droits de ses prochaines publications. Mais pour cela, il doit rencontrer l'auteur en personne, discuter des conditions, signer les documents. Vous comprenez que traiter par courrier avec une auteure anonyme pose certaines difficultés juridiques. Constance hocha la tête, essayant de gagner du temps pour réfléchir. « Je comprends. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir, moi? Je ne connais pas cette femme. » Daniel posa sa tasse et sortit de la poche intérieure de sa veste une feuille de papier pliée. « Parce que nous avons mené une petite enquête. Nous avons interrogé les employés du bureau de poste, et ils se sont souvenus que les colis pour Elizabeth Thorne sont récupérés par une femme d'âge mûr, vêtue simplement, mais avec de bonnes manières. Ils ne se souvenaient pas de son nom, mais ils ont décrit son apparence. Ensuite, j'ai discuté avec l'épicier local, M. Henderson, qui m'a parlé de plusieurs femmes en ville correspondant à cette description. Votre nom figurait parmi elles. Constance sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il devait l'entendre. « Monsieur Gray, je suis flatté que vous m'ayez incluse dans votre liste de suspects. » Sa voix était calme, presque ironique. « Mais je vous assure que je ne suis pas celle que vous cherchez. Je ne suis pas écrivain. Je suis simplement une veuve qui mène une vie tranquille dans une petite ville. Mais toi, mes journées se passent à m'occuper de ma maison, à lire et à rendre de rares visites à mes voisins. » Daniel la regarda longuement, d'un air scrutateur,
et Constance se força à ne pas détourner les yeux. « Vous lisez beaucoup » demanda-t-il enfin. « Oui, la lecture est l'un de mes rares divertissements. »« Et que préférez-vous? Quel genre de livre ?» Constance sourit, s'efforçant de paraître naturelle. « Les classiques, principalement. Dickens, Austen, parfois de la poésie. » Elle marqua une pause. « Et vous, monsieur Gray, lisez-vous vous-même les livres que vous publiez ?»« Bien sûr, » reprit-il sa tasse. « Surtout les livres d'Elizabeth Thorne. Ils sont assez inhabituels. Passionnés, audacieux, écrits avec une profonde compréhension des émotions humaines. De tels livres n'ont pu être écrits que par quelqu'un qui ressent la vie dans toute sa plénitude. » Constance sentit le rouge lui monter aux joues et but une gorgée de thé à la hâte. « On m'a dit que ces romans étaient assez scandaleux, dit-elle. Une lecture peu appropriée pour une femme comme moi. » Daniel eut un petit rire, et il y avait quelque chose de chaleureux, presque espiègle dans ce rire. Je pense que le scandale est une question de perspective. Pour certains, la franchise est une provocation. Pour d'autres, c'est de l'honnêteté. Elizabeth Thorne écrit sur des choses auxquelles beaucoup de gens pensent, mais qu'ils n'osent ne pas dire à voix haute. C'est ce qui rend ces livres populaires, mais aussi dangereux pour la réputation de leur auteur. Je soupçonne que c'est précisément pour cette raison qu'elle cache son vrai nom. Constance garda le silence, ne sachant que répondre. Elle sentait qu'il l'observait, essayant de déceler sur son visage quelque chose qui la trahirait. « Pardonnez ma franchise, Madame Meredith, poursuivit Daniel, mais vous me semblez être une personne qui en sait beaucoup sur la vie, malgré votre calme apparence. Il y a quelque chose dans vos yeux d'énigmatique, comme si vous cachiez tout un monde derrière cette façade tranquille et respectable. » Constance sentit sa respiration s'accélérer. Cet homme était dangereux, trop perspicace, trop attentif. « Monsieur Gray, dit-elle en se levant, je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais je ne suis vraiment pas celle que vous cherchez. Je crains que vous ne deviez poursuivre vos recherches ailleurs. » Daniel se leva aussi, ne montrant aucune intention de partir. « Puis-je vous poser une dernière question ? » « Bien sûr. Avez-vous déjà souhaité être quelqu'un d'autre, vivre une autre vie, différente de celle que l'on attend de vous ?» Constance se figea. La question était trop personnelle, trop juste. Elle le regarda dans les yeux et y vit non pas la curiosité d'un enquêteur, mais un intérêt sincère. « Je pense que nous fantasmons tous parfois sur une autre vie, » répondit-elle doucement. « Mais les fantasmes restent. Des fantasmes. La réalité, c'est ce que nous avons. » Daniel hocha la tête, comme s'il avait compris plus que ce qu'elle avait dit à voix haute. « Je vous remercie de votre hospitalité, Madame Meredith. Je suis descendu à l'hôtel sur la rue principale. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit qui pourrait m'aider dans ma recherche d'Elizabeth Thorne, je vous serais reconnaissant de me le faire savoir. » Certainement. Constance le raccompagna jusqu'à la porte, soulagée de le voir partir. Quand la porte se referma derrière lui, elle s'y adossa en fermant les yeux. Qu'avait-elle fait? Cet homme était venu ici exprès pour la trouver, et il était trop intelligent pour se contenter de la croire sur parole et de repartir. Constance retourna au salon, s'approcha de la fenêtre et vit Daniel Gray marcher dans la rue, sa haute silhouette se détachant parmi les passants. Il ne ressemblait pas à un éditeur ordinaire. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans l'assurance de ses pas, qui la faisait penser à lui plus qu'elle ne l'aurait dû. Elle passa une main sur son visage, se sentant épuisée. Sa vie secrète, sa double existence, tout cela était maintenant menacé. Mais ce qui l'inquiétait encore plus, c'était cette étrange agitation qu'elle avait ressentie en plongeant son regard dans les yeux gris de Daniel Gray. Une agitation qui n'aurait pas dû exister.
Constance ne pouvait pas rester à la maison. Après le départ de Daniel Gray, elle essaya de s'occuper de ses tâches habituelles. Vérifier les comptes, parcourir la liste des courses à faire, même tenter de lire. Mais les lignes se brouillaient devant ses yeux. Ses pensées revenaient en sans cesse à cet homme, à ses yeux gris, à ses questions, à la façon dont il la regardait, comme s'il voyait à travers elle. « Madame Meredith, vous sentez-vous bien ?» Mary passa la tête dans le salon, une expression d'inquiétude sur son visage rond. « Vous êtes toute pâle. »« Tout va bien, Mary, » dit Constance en fermant le livre qu'elle ne lisait pas. « Juste un peu fatiguée. Je pense que je vais aller me promener, prendre l'air. » Elle monta dans sa chambre, jeta un châle léger sur sa robe et prit un petit panier. Une promenade en ville avec un arrêt à l'épicerie, cela semblait naturel, ordinaire. Personne ne trouverait cela étrange. Cross Plains était une petite ville où tout le monde se connaissait. La rue principale longeait la voie ferrée, l'épicerie de Henderson, la banque, le bureau de poste, le saloon, l'église au coin. Plus loin commençaient les maisons d'habitation, les fermes et les vastes étendues de la prairie qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Constance marchait lentement, saluant les gens qu'elle connaissait. Madame Parker et ses filles sportaient des tartes, probablement pour la kermesse de l'église. Le vieux juge Wilson était assis sur le porche de sa maison, une pipe à la bouche. Tout était familier, calme, rassurant. Mais en passant devant l'autel, elle ralentit involontairement le pas. Quelque part là-haut, dans l'une de ses chambres, se trouvait Daniel Gray. Que faisait-il en ce moment? Continuait-il à interroger les gens sur la mystérieuse Elizabeth Thorne? Constance accéléra le pas, essayant de ne pas y penser. Chez Henderson, il faisait frais, et cela sentait les épices, le tabac et le pain frais. Monsieur Henderson, un homme de petite taille, avec une moustache soignée et un visage bienveillant, se tenait derrière le comptoir. « Monkey, dit Yanei. »« Bonjour, Madame Meredith. » sourit-il. « Que puis-je pour vous aujourd'hui ? » Bonjour, Monsieur Henderson, il me faudrait de la farine, du sucre et, si vous en avez, de bonnes pommes. Mary a l'intention de faire une tarte. Pendant qu'il préparait sa commande, Constance examinait les étagères. Son regard tomba sur une pile de livres dans un coin. Monsieur Henderson vendait parfois des livres à portée des grandes villes. Elle s'approcha et se figea. Là, parmi des volumes usés de Cooper et de Twain, se trouvait son livre. Côté au Sandio par Elizabeth Thorne. Une couverture colorée avec la silhouette d'un homme et d'une femme sur fond de coucher de soleil. Constance sentit ses joues s'empourprer. « Ah ça !» dit M. Henderson en remarquant son regard, et il eut un petit rire. « C'est arrivé de Saint-Louis la semaine dernière. Un livre assez populaire, à ce que j'ai entendu. Bien que, pour être honnête, ce ne soit pas une lecture très convenable pour... Enfin, vous voyez. Mais certaines dames s'y intéressent. Madame Thompson en a acheté un exemplaire avant-hier. Elle a dit que c'était pour sa nièce, mais je l'ai vue le lire elle-même dans son jardin. » Constance se força à sourire. « Les gens aiment ce genre d'histoire, » dit-elle d'un ton aussi détaché que possible. Elles leur permettent de s'évader du quotidien. « Si c'est bien vrai, » dit M. Henderson en emballant ses achats dans du papier. « À propos, j'ai eu une visite intéressante ce matin, un homme de Saint-Louis, d'une maison d'édition. Il posait des questions sur cette fameuse Elizabeth Thorne. Imaginez, il paraît que personne ne sait qui elle est, vraiment. Il essaie de la retrouver. » Constance s'efforça de ne pas laisser son visage trahir son trouble. « Comme c'est curieux. Et que lui avez-vous dit? Que pouvais-je lui dire? » Que je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un en ville qui pourrait écrire de tels livres. J'ai mentionné quelques dames instruites, vous, Madame Adams, Mademoiselle Wilson. Mais, honnêtement, je n'imagine aucune d'entre vous écrire sur... Eh bien, sur ce dont écrit cette Thorne.
Constance prit le paquet, faisant attention à ce que ses mains ne tremblent pas. Et parfois, les gens ne sont pas du tout ce qu'ils semblent être, dit-elle doucement. En sortant de l'épicerie, elle faillit heurter une haute silhouette sur le porche. Daniel Gray se tenait là, s'apprêtant manifestement à entrer. Leurs regards se croisèrent, et Constance sentit son cœur manquer un battement. « Madame Meredith ?» dit-il en soulevant son chapeau. « Quelle agréable rencontre. »« Monsieur Gray » acquiesça-t-elle, essayant de passer. Mais il lui barrait le chemin, involontairement, simplement en se tenant sur le porche étroit. « Laissez-moi vous y aider avec vos courses, » dit-il en tendant la main vers son panier. « Je vous remercie. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Ma maison est tout près. Alors, permettez-moi au moins de vous raccompagner. » J'avais l'intention de me promener en ville pour explorer les environs. Constance ne pouvait refuser sans paraître impolie. Elle hocha la tête et ils se mirent à marcher ensemble sur le trottoir en bois. Daniel marchait à ses côtés, sa présence si palpable qu'elle était intensément consciente de chacun de ses mouvements. « C'est une jolie ville, » remarqua-t-il en regardant autour de lui. « Calme, paisible. Un endroit où les gens vivent une vie réglée. »« Oui, il ne se passe jamais rien d'extraordinaire ici, » répondit Constance. « C'est précisément pourquoi j'ai du mal à croire que quelqu'un d'ici puisse écrire des livres aussi inhabituels que ceux de votre Elizabeth Thorne. » Daniel eut un petit rire. « Et je pense que c'est tout le contraire. C'est dans des endroits aussi calmes que naissent les histoires les plus passionnées. Parce que les gens y refoulent leurs sentiments, vivent selon les règles, craignent le jugement. Et toute cette passion refoulée cherche une issue. Parfois, à travers l'écriture. Constance ne répondit pas, regardant droit devant elle. Ils arrivèrent à un carrefour où la route se séparait. L'une menait à sa maison, l'autre continuait vers le centre-ville. « Monsieur Gray » dit-elle en s'arrêtant et en se tournant vers lui. « Puis-je vous demander pourquoi c'est si important de retrouver cette femme ? Elle ne veut manifestement pas être trouvée, sinon elle ne cacherait pas son nom. » Daniel la regarda longuement. « Parce que j'admire son talent, parce que ses livres touchent les gens, les font ressentir des émotions, et parce que je veux comprendre. Qui est cette femme capable d'écrire avec une telle profondeur, une telle passion, ce qu'elle a vécu, ce qui la pousse à voir le monde de cette façon ?» Constance sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cet homme parlait d'elle, de la vraie elle, celle qu'elle cachait au monde entier. Il en parlait avec un tel respect, un tel intérêt, qu'elle eut envie de tout avouer, de dire la vérité. Peut-être veut-elle simplement rester dans l'ombre, dit doucement Constance. Peut-être est-il important pour elle que ses livres vivent leur propre vie, indépendamment d'elle. C'est possible, admit Daniel, mais je pense que chaque auteur veut être entendu, compris. Pas seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que personne. Il se tenait là dans la rue ensoleillée et le vent agitait le bord de son châle. Constance plongea son regard dans ses yeux gris et y vit quelque chose qui lui fit oublier toute prudence. « Je dois y aller, » dit-elle en reculant d'un pas. « Merci de m'avoir raccompagné. » Daniel hocha la tête, mais ne bougea pas. « Madame Meredith, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Vous en avez déjà posé plusieurs, » tenta-t-elle de sourire. « Votre mari, vous avez dit qu'il était mort il y a 4 ans. Étiez-vous heureuse avec lui ?» La question était si inattendue que Constance se figea. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Tout le monde se contentait d'exprimer ses condoléances et de changer de sujet. Pourquoi demandez-vous cela ? Parce que je vois dans vos yeux quelque chose qui ne correspond pas à l'image d'une veuve heureuse pleurant un amour perdu. J'y vois une libération et de la solitude.
mais pas le chagrin auquel on pourrait s'attendre. Constance sentit le rouge lui monter au visage. Cet homme était trop perspicace, trop dangereux. Monsieur Gray, vous dépassez les limites de la bienséance. Je vous prie de m'excuser, dit-il, l'air sincèrement désolé. Je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que j'ai l'habitude d'observer les gens, de les lire. Cela fait partie de mon travail, comprendre ce qui se cache derrière les mots. Alors vous devriez être plus prudent dans vos conclusions, dit Constance froidement. Vous ne me connaissez pas, monsieur Gray, et vous n'avez pas le droit de juger ma vie. Elle se retourna et s'éloigna rapidement, sans un regard en arrière. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Comment osait-il? Comment pouvait-il poser de telles questions? La regarder comme s'il voyait tous ses secrets. Mais en arrivant chez elle et en refermant la porte, s'y adossant, elle comprit qu'elle n'était pas en colère contre lui. Elle était en colère contre elle-même, parce qu'il avait raison. Son mariage avec Thomas Meredith n'avait pas été heureux. Thomas avait 20 ans de plus qu'elle, un homme sec et pédant qu'il avait épousé pour ses bonnes manières et son origine convenable. Leur vie avait été correcte, froide, vide. Elle jouait le rôle de l'épouse comme on joue un rôle au théâtre, impeccablement, mais sans âme. Et quand Thomas était mort d'une crise cardiaque 4 ans plus tôt, elle n'avait ressenti aucun chagrin, seulement du soulagement. Et une culpabilité pour ce soulagement qu'elle portait depuis toutes ces années. C'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à écrire. D'abord juste pour elle, déversant sur le papier tous les sentiments qu'elle ne pouvait exprimer dans la vie réelle. Puis les histoires, ses affaires avaient pris forme d'elles-mêmes. Les personnages avaient pris vie, et elle avait compris qu'elle avait un don. Elle avait envoyé son premier manuscrit à une maison d'édition de Saint-Louis sous un nom d'emprunt, sans rien attendre en retour. Mais le livre avait été accepté. Puis il y en avait eu d'autres, le succès, les honoraires. Elizabeth Thorne était celle que Constance ne pouvait pas être dans la vie. Audacieuse, passionnée, libre. Et maintenant, cet homme, Daniel Gray, menaçait de détruire son monde si soigneusement construit. Le soir, Constance était assise à son secrétaire, essayant d'écrire. Mais les mots ne venaient pas. Elle pensait à Daniel, à ses paroles, à la façon dont il la regardait. Il était le premier homme depuis des années à voir en elle autre chose qu'une veuve respectable. Et cela l'effrayait et l'attirait en même temps. Elle prit le dernier chapitre qu'elle avait écrit et le relut. Son héroïne, la fille de fermier, était face à un choix. Rester dans la sécurité de sa vie d'avant ou partir avec le brigand en risquant tout. Constance reposa les pages et ferma les yeux. Elle savait toujours quel était le bon choix pour ses personnages. Mais que faire quand le choix se présentait à elle-même? Le lendemain matin, Constance fut réveillée par des coups à la porte. C'était Madame Adams, une dame âgée qui vivait de l'autre côté de la rue. « Bonjour Constance, ma chère, » dit-elle en entrant dans le salon, essoufflée. « Je ne pouvais pas ne pas venir. Avez-vous entendu la nouvelle? » « Quelle nouvelle, Madame Adams? » « Cet homme de Saint-Louis, Monsieur Gray. Il interroge tout le monde en ville sur une certaine écrivaine. On dit qu'elle vit ici incognito. Imaginez, une véritable écrivaine dans notre Cross-Plain. Et il pense que c'est l'une de nous. » Constance servit le thé, s'efforçant de paraître désintéressée. Qui soupçonne-t-il? Eh bien, au début, il pensait que ce pourrait être Mademoiselle Wilson. Elle a étudié dans un pensionnat à Boston, après tout. Mais après lui avoir parlé, il a décidé qu'elle était trop, enfin, vous savez, trop convenable pour ce genre de livre. Ensuite, il a posé des questions sur vous. Et sur moi? Vous imaginez? Je lui ai dit qu'à 70 ans, j'ai à peine la force d'écrire des lettres, alors des romans. Constance esquissa un faible sourire. Je pense qu'il comprendra bientôt son erreur et qu'il repartira. Ou je ne pense pas qu'il partira si vite, dit Madame Adams en se penchant, baissant la voix.
Je l'ai vu vous regarder hier quand vous reveniez de l'épicerie. C'est le regard d'un homme qui est intéressé par une femme. Très intéressé. Constance sentit ses joues rougir. Madame, vous fantasmez. Peut-être, dit la vieille dame en se calant dans son fauteuil, satisfaite de son effet. Mais vous savez, ma chère, vous êtes encore jeune. Il ne faut pas vous enterrer viantéa pour la mémoire de Thomas. Dieu sait qu'il n'était pas un si merveilleux mari. Constance la regarda, surprise. Que voulez-vous dire? Oh, ma petite, j'ai vécu en face de vous pendant 10 ans. Je vous ai vu marcher dans la maison comme une ombre. J'ai vu la lumière de votre chambre s'éteindre quand il rentrait tard. Je vous ai vu assise à la fenêtre, le regard perdu. Thomas Meredith était un homme d'affaires compétent, mais un mari froid. Et vous méritez mieux. Constance ne sut que dire. Elle avait toujours cru cacher parfaitement ses sentiments, mais apparemment pas aussi bien qu'elle le pensait. Après le départ de Madame Adams, Constance resta longtemps assise dans le salon, regardant par la fenêtre. La ville se réveillait, les gens vaquaient à leurs occupations. Et quelque part, il y avait Daniel Gray, qui poursuivait ses recherches. Sa recherche. Elle se leva et monta dans sa chambre. Elle ouvrit son secrétaire, sortit la clé et déverrouilla le tiroir contenant ses manuscrits. Ses doigts s'effleurèrent avec les pages couvertes de son écriture. C'était là qu'elle était, la vraie elle. C'était sa voix, son cœur, son âme. Et soudain, elle comprit qu'elle était fatiguée de se cacher, fatiguée de mener une double vie. Mais avouer, c'était tout risquer. Sa réputation, sa place dans la société, sa tranquillité. Constance referma le tiroir et rangea la clé. Pour l'instant, elle n'avait rien décidé. Mais le temps passait, et tôt ou tard, il lui faudrait faire un choix. Les 2 jours suivants, Constance ne sortit pratiquement pas de chez elle. Elle se disait qu'elle était simplement occupée. Il fallait trier de vieilles affaires au grenier, aider Mary avec les conserves. Finir une broderie pour la kermesse de l'église. Mais la vérité était qu'elle évitait de rencontrer Daniel Gray. Chaque fois qu'elle pensait à lui, une étrange agitation l'envahissait, un mélange de peur et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Le samedi matin, une lettre de M. Cotter arriva. Constance reconnut immédiatement l'enveloppe, papier épais, sceau de la maison d'édition. D'habitude, ces lettres arrivaient à la poste au nom d'Elizabeth Thorne, et elle les y récupérait discrètement. Mais cette lettre lui était adressée, à elle, Constance Meredith. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte, et, les doigts tremblants, ouvrit l'enveloppe. Côté cas, Constance reposa lentement la lettre. Donc, Cotter savait, ou s'en doutait. Sinon, pourquoi lui aurait-il écrit à elle, précisément? Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la rue. Le monde derrière la vitre semblait si simple, si compréhensible. Les gens vivaient leurs vies ordinaires, sans se cacher, sans dissimuler qui ils étaient vraiment. Le soir, une kermesse devait avoir lieu en ville. Constance aidait habituellement à organiser ce genre d'événement, et refuser aurait suscité des questions. Elle enfila une robe stricte couleur prune, attacha ses cheveux, prit son panier de broderie et sortit de la maison, alors que le soleil commençait à décliner. La kermesse se tenait sur la place près de l'église. Les tables détaillants chargées de pâtisseries maison, de confitures, de travaux d'aiguille. Les enfants couraient en riant entre les adultes. Un violon jouait, et quelques couples dansaient sur une estrade en bois. Une odeur de tarte aux pommes et de maïs grillé flottait dans l'air. Constance disposa ses broderies sur une table, échangeant des salutations avec ses connaissances. Madame Parker admirait son travail. Mademoiselle Wilson partageait des ragots sur la nouvelle institutrice. Le juge Wilson dissertait sur les prochaines élections. Tout était normal, familier, paisible. Et c'est alors qu'elle le vit. Daniel Gray se tenait au bord de la place. Une chope de cidre à la main. Il était habillé plus simplement que lors de leur première rencontre. Chemise claire, pantalon sombre, gilet. Sans sa veste, il paraissait plus jeune.
et Constance se dit soudain qu'il devait avoir une quarantaine d'années. Il parlait avec le vieux docteur Harris, hochant la tête et souriant. Puis son regard balaya la place et s'arrêta sur elle. Constance se détourna, feignant d'être occupée à arranger sa marchandise. Mais elle sentait son regard sur elle, et cette sensation faisait battre son cœur plus vite. « Bonsoir, Madame Meredith. » Sa voix résonna tout près. Constance leva la tête et vit qu'il se tenait de l'autre côté de la table, regardant ses broderies. « Monsieur Gray, » dit-elle en s'efforçant de garder un ton neutre. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Le docteur Harris m'a invité. Il a dit que c'était une bonne occasion de découvrir la vie de la ville. Il prit l'une de ses œuvres, une serviette avec un fin motif floral. C'est un travail magnifique. Vous êtes très talentueuse. » « Ce n'est que de la broderie, » dit Constance en reprenant la serviette, essayant de ne pas toucher ses doigts. « Rien d'exceptionnel. » « Je ne suis pas d'accord. Il y a là de la maîtrise, de la patience, une attention aux détails. Les mêmes qualités que l'on retrouve dans une bonne écriture. » Constance sentit ses joues s'empourprer. Il faisait encore des allusions. Toujours des allusions. « Vous voyez de l'écriture partout, Monsieur Gray. » « Seulement là où il y en a, sourit-il. Et ce sourire était chaleureux, presque complice. « Dites-moi, dansez-vous » La question la prit au dépourvu. « Quoi ? Si vous dansez ? Il y a de la musique, les gens dansent. J'ai pensé que je pourrais vous inviter. » Constance regarda autour d'elle. En effet, des couples tourbillonnaient sur l'estrade au son d'une joyeuse mélodie. Le vieux Mackenzie jouait du violon, tapant du pied en rythme. « Je n'ai pas dansé depuis des années, » dit-elle doucement. « Alors il est temps de vous y remettre, » dit Daniel en lui tendant la main par-dessus la table. Constance regarda sa main puis son visage. Il y avait dans ses yeux gris quelque chose qui lui serra le cœur. Pas de pression, pas d'exigence, juste une invitation, une demande. Elle ne sut pas ce qui la poussa à accepter. Peut-être la fatigue de faire semblant en permanence. Peut-être le désir de se sentir, ne serait-ce qu'un instant, une femme ordinaire que l'on invite à danser. Ou quelque chose d'autre, qu'elle craignait de s'avouer. Constance posa sa main dans la sienne. Ils se dirigèrent vers l'estrade, et Daniel l'entraîna dans la danse. La musique était simple, campagnarde, mais il y avait dans leur mouvement quelque chose d'ancien, de presque solennel. Sa main sur sa taille était ferme, mais pas insistante. Il bougeait au rythme de la musique, au milieu des autres couples, mais Constance ne sentait que sa présence. « Vous dansez merveilleusement bien, » dit-il en la regardant. « On me l'a appris au pensionnat. » C'était il y a longtemps. Certaines choses ne s'oublient pas. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa taille, comme monter à cheval ou écrire. Constance trébucha, mais il la rattrapa, la maintenant sur ses pieds. « Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix ?» murmura-t-elle, et sa voix n'exprimait pas la colère, mais presque le désespoir. « Pourquoi êtes-vous si sûr que c'est moi ?» Daniel la serra plus près, et ils dansaient maintenant plus lentement, ignorant le rythme joyeux de la musique. Parce que lorsque je lis les livres d'Elizabeth Thorne, j'entends une voix. La voix d'une femme qui sait ce qu'est la solitude, qui vit dans une cage de règles et de convenances, mais qui rêve de liberté, qui écrit sur la passion parce qu'elle ne se l'est jamais autorisée. Il la regarda dans les yeux, et quand je vous regarde, je vois cette même femme. Constance s'arrêta au milieu de la danse. Les gens tourbillonnaient autour d'eux. La musique jouait, mais elle n'entendait que les battements de son propre cœur. « Vous ne savez rien de moi. » Sa voix tremblait. « Alors permettez-moi de vous connaître, » dit Daniel sans lâcher sa main. Non pas comme un éditeur cherchant une auteure, mais comme un homme intéressé par une femme. Constance retira sa main et quitta rapidement l'estrade. Elle avait besoin de partir, de respirer. Elle passa devant les tables, sous les regards surpris, et tourna au coin de l'église,
où il faisait sombre et calme. Elle s'adossa au mur de pierre, fermant les yeux. Que lui arrivait-il? Pourquoi l'avait-elle laissé s'approcher à ce point? Pourquoi ces mots se touchaient-ils quelque chose de si profond en elle? Quelque chose qu'elle s'était efforcée d'ignorer pendant toutes ces années? Madame Meredith. Elle ouvrit les yeux. Daniel se tenait à quelques pas, sa silhouette se découpant sur le fond des lumières de la kermesse. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas vous contrarier, ni être impoli. Alors pourquoi avez-vous dit cela ?» Constance se tourna vers lui. « Pourquoi dites aussi vous des choses que ce qui me font sentir ?» Elle ne termina pas sa phrase. « Que ressentez-vous » Daniel fit un pas de plus. « Ce que je ne devrais pas ressentir, souffla-t-elle. Je suis une veuve respectable. J'ai une place dans la société, une réputation. Je ne peux pas me permettre d'être vous-même, termina-t-il à sa place. Constance le regarda, et dans l'obscurité, ses yeux semblaient presque noirs. « Et qui suis-je, monsieur Gray? Pour qui me prenez-vous » Daniel garda le silence un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je pense que vous êtes une femme qui a passé la plus grande partie de sa vie à jouer un rôle. Le rôle de la bonne fille, de l'épouse obéissante, de la veuve convenable. Et quelque part en chemin, vous avez oublié qui vous étiez vraiment. Ou peut-être n'avez-vous jamais eu la chance de le savoir. » Ces mots étaient trop justes, trop douloureux. Constance sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à ne pas pleurer. « Et vous pensez savoir qui je suis ?»« Non, » répondit-il honnêtement. « Mais j'aimerais le savoir. La vraie vous. Pas la femme que vous montrez au monde, mais celle qui se cache à l'intérieur. » Constance cacha son visage dans ses mains. C'en était trop proche de la vérité, trop dangereux. « Pourquoi » demanda-t-elle sans découvrir son visage. « Pourquoi est-ce que si important pour vous ?» Elle l'entendit s'approcher encore. Elle sentit la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne, et quelque chose d'autre, du cuir, du tabac, une chemise propre. « Parce que je vous ai reconnu, » dit-il doucement, « bien avant de venir ici. Quand je lisais vos livres, je sentais un lien avec la personne qui les avait écrits. C'était comme parler à quelqu'un qui comprend, qui voit le monde de la même manière que moi, qui ressent les mêmes des choses. » Constance baissa les mains et le regarda. Au clair de lune, son visage paraissait plus doux, plus jeune. « Vous êtes seule, » dit-elle, et ce n'était pas une question, mais une affirmation. Daniel hocha la tête. « J'ai été marié. Il y a 5 ans, elle est morte en couche, l'enfant aussi. Après cela, je me suis plongé dans le travail, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Les livres sont devenus mon salut, surtout les vôtres, bien qu'à l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient un de vous. » Constance sentit quelque chose s'adoucir en elle. Cet homme n'était pas seulement un éditeur importun. Il était comme elle, seul, en quête, dissimulant sa douleur derrière le travail et les mots justes. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement. « Je suis vraiment désolée. » « Ne le soyez pas. » Daniel esquissa un léger sourire. « La vie continue. Nous continuons. Nous trouvons des moyens de faire face. Vous écrivez. Je lis. Nous nous cachons tous les deux à notre manière. » Ils étaient aussi proches que Constance pouvait voir chaque ligne sur son visage, chaque cils. « Je ne peux pas avouer, » murmura-t-elle. « Si l'on apprend que j'écris de tels livres, ma vie ici sera finie. On me jugera, on me rejettera. Je deviendrai une paria. Et si personne ne le sait ?» Daniel leva la main et lui toucha doucement la joue. « Si cela reste entre nous. » Constance ferma les yeux à son contact. Ses doigts étaient en chaud, tendres. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?»
parce que je ne veux pas vous détruire. Je veux vous connaître, vous comprendre. » Sa voix n'était plus qu'un murmure, et peut-être vous aider à cesser de vous cacher. Constance ouvrit les yeux et vit dans son regard une telle sincérité qu'elle en oublia tout l'espace d'un instant, la peur, la réputation, les conséquences. Elle ne voyait que cet homme qui lui parlait comme personne ne l'avait jamais fait, qui voyait en elle non pas une veuve respectable, mais une femme, vivante, sensible, réelle. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas comment être moi-même. J'ai joué un rôle si longtemps que j'ai oublié où s'arrête le jeu et où je commence. » Daniel retira sa main, mais ne recula pas. « Alors découvrons-le ensemble, sans se presser, sans pression. Laissez-moi simplement être à vos côtés. Permettez-nous de parler, d'apprendre à nous connaître. » Constance le regarda longuement. Chaque instinct de survie lui criait que c'était dangereux, qu'elle devait dire non, lui demander de partir, retourner à sa vie sûre et contrôlée. Mais quelque chose d'autre en elle, quelque chose qu'elle avait réprimé pendant des années, disait le contraire. « D'accord, » murmura-t-elle enfin, mais lentement, prudemment. Daniel sourit, et ce sourire illumina tout son visage. « Aussi lentement que vous le souhaiterez. » Ils retournèrent à la kermesse séparément. Constance d'abord, lui quelques minutes plus tard. Personne ne remarqua leur absence ou fit semblant de ne pas l'avoir remarqué. Le reste de la soirée se déroula comme d'habitude. Conversation, rire, commerce. Mais tout avait changé. Constance sentait ce changement dans chaque cellule de son corps. Alors qu'elle rentrait chez elle dans l'obscurité, son panier vide et le cœur plein, elle aperçut une silhouette de l'autre côté de la rue. Daniel se tenait là, sous un lampadaire, et la regardait. Ils ne se firent pas de signe, n'échangèrent pas un mot. Ils se regardèrent simplement, reconnaissant ce qui s'était passé entre eux. Chez elle, Constance monta dans sa chambre, s'assit à son secrétaire et ouvrit le tiroir de ses manuscrits. Ses doigts effleurèrent que les pages, et elle comprit soudain que tout avait changé. Elizabeth Thorne n'était plus seulement un pseudonyme derrière lequel elle se cachait. C'était une partie d'elle que quelqu'un avait enfin vue et acceptée. Constance prit sa plume et commença à écrire. Les mots coulaient librement, sans effort. Elle écrivait sur une femme qui avait rencontré un homme capable de voir son âme, sur la peur et l'espoir, sur la terreur et l'attrait de la possibilité d'être comprise. Elle écrivit jusqu'à l'aube, et quand elle reposa enfin sa plume, elle comprit qu'elle n'avait pas simplement écrit un autre chapitre de roman. Elle avait écrit sa propre histoire, celle qui ne faisait que commencer. Le dimanche matin, Constance passa son temps à l'église, comme d'habitude. Elle était assise à sa place habituelle, au 3e rang, écoutant le sermon du révérend Tompkins sur l'humilité et la vie vertueuse, chantant les hymnes avec tout le monde. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle revenait à la soirée de la veille, à la conversation derrière l'église, au contact des doigts chauds sur sa joue. Lorsque le service se termina et que les fidèles sortirent sur la place ensoleillée, échangeant des nouvelles et des projets pour la semaine, Constance aperçut Daniel. Ils se tenaient à l'écart, sous un vieux chêne, et lorsque leurs regards se croisèrent, il hocha légèrement la tête. C'était un geste à peine perceptible que personne n'aurait remarqué, mais pour Constance, il signifiait beaucoup, une reconnaissance, un rappel de ce qui existait désormais entre eux, secret et important. Elle ne s'approcha pas de lui tout de suite. Elle parla d'abord avec Madame Parker du prochain dîner de charité, écouta les plaintes de Mademoiselle Wilson sur sa nouvelle domestique, complimenta la tarte apportée par Madame Adams. Ce n'est qu'ensuite, lorsque la plupart des gens se furent dispersés, qu'elle se dirigea lentement vers le chêne. Daniel se redressa, retirant son chapeau. « Bonjour, Madame Meredith. Bonjour, Monsieur Gray. » Constance s'arrêta à une distance respectueuse.
je ne m'attendais pas à vous voir à l'église. Je ne suis pas particulièrement religieux, admit-il. Mais j'ai pensé que cela m'aiderait à mieux comprendre la ville, les gens qui y vivent. Le révérend Tompkins a fait un bon sermon, bien que je ne sois pas sûr d'être d'accord avec lui sur le fait que tous les désirs humains sont péchés. Constance esquissa un faible sourire. Vous seriez surpris du nombre de personnes ici qui partagent cet avis, ou qui font semblant de le partager. Et vous? Daniel la regarda attentivement. Croyez-vous que les désirs sont des péchés? Constance réfléchit, cherchant ses mots. Je pense que certains désirs sont dangereux, non pas parce qu'ils sont péchés en eux-mêmes, mais parce qu'ils nous obligent à risquer ce que nous avons, notre sécurité, notre place dans le monde. Mais parfois, ce que nous avons ne vaut pas la peine de s'y accrocher, dit doucement Daniel. Ils se tenaient sous l'arbre, et le vent faisait bruire les feuilles au-dessus de leur tête. Au loin, on entendait les voix d'enfants qui jouaient dans la rue. « Vous promenez-vous cet après-midi » demanda-t-il, changeant de sujet. « D'habitude, je vais au bord de la rivière le dimanche. C'est calme, on peut y réfléchir. Puis-je vous accompagner » Il n'y avait aucune pression dans sa voix, juste une simple demande. « J'aimerais voir les environs. Et se promener seul n'est pas aussi intéressant qu'avec une bonne compagnie. » Constance savait qu'elle devrait refuser, que se promener seule avec un homme, un dimanche de surcroît, ferait jaser. Mais elle savait aussi qu'elle voulait dire oui, que le désir de passer du temps avec lui était plus fort que la peur. « Et d'accord, » dit-elle après une pause. « Retrouvons-nous au Vieux Moulin, à la sortie de la ville, à 3 heures. De là, un sentier mène à la rivière. Ce sera moins visible. » Daniel hocha la tête d'un air entendu. « J'y serai. » Constance rentra chez elle, déjeuna avec Mary, puis donna congé à sa domestique jusqu'au soir, le dimanche. Mary rendait habituellement visite à sa sœur à la ferme. Restée seule, Constance enfila une robe plus simple, de couleur vert foncé, confortable pour la marche, prit un chapeau de paille et un châle, et sortit par la porte de derrière. Le trajet jusqu'au moulin prit 20 minutes. Le vieux moulin ne fonctionnait plus depuis longtemps. Sa roue était arrêtée et couverte de mousse. Mais le bâtiment se dressait toujours près du ruisseau, entouré de saules et d'herbes hautes. Daniel était déjà là, assis sur une bûche renversée, regardant l'île. Quand il entendit ses pas, il se leva et sourit. « Je craignais que vous ne changiez d'avis. »« Je le craignais aussi, » admit honnêtement Constance. « Mais je n'ai pas changé d'avis. » Ils longèrent donc le ruisseau qui serpentait entre les arbres, s'élargissant progressivement pour devenir une rivière. Le silence régnait, troublé seulement par le chant des oiseaux dans les branches et le murmure de l'eau sur les pierres. Le soleil filtrait à travers le feuillage, créant des motifs d'ombre et de lumière sur le sentier. Ils marchèrent longtemps en silence, savourant simplement la présence de l'autre et la quiétude de la nature. Constance se sentait étrangement libre ici, loin de la ville, loin des regards curieux. Comme si elle pouvait enfin respirer à plein poumon. « Parlez-moi de votre vie » demanda Daniel alors qu'il s'arrêtait à un large méandre de la rivière. « De votre vraie vie à vie, pas de celle que vous montrez aux autres. » Constance s'assit sur une grosse pierre au bord de l'eau, ajustant ses jupes. Daniel s'installa à côté, laissant une distance convenable entre eux. « Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, » commença-t-elle lentement. « J'ai joué un rôle si longtemps que parfois, je ne sais plus moi-même où est le jeu et où je suis. Je suis né à Philadelphie, dans une bonne famille. Mon père était avocat, ma mère s'occupait d'œuvres de charité. On m'a appris à être une dame comme il faut, musique, dessin, bonne manière. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était lire. Les livres étaient ma fenêtre sur d'autres mondes, d'autres vies. » Elle ramassa un galet et le lança dans l'eau, observant les cercles à la surface. « Quand j'ai eu 22 ans,
Mes parents ont arrangé mon mariage avec Thomas Meredith. C'était un ami de mon père, un commerçant prospère. Il avait 20 ans de plus que moi. Je ne l'aimais pas, mais à l'époque, cela n'avait pas d'importance. Les filles de bonne famille n'épousaient pas par amour, mais par convenance. Nous avons déménagé ici à Cross Plains parce que Thomas y possédait des terres et des affaires. Et je suis devenue sa femme. Comment était-il ? Demanda doucement Daniel. Constance garda le silence, cherchant ses mots. Froid. Juste, mais froid. Il n'a jamais été cruel, n'a jamais élevé la voix. Mais il n'a jamais été chaleureux, ni tendre non plus. Notre mariage était un arrangement commercial. Il a eu une épouse convenable qui tenait sa maison et soutenait sa réputation. J'ai eu un toit sur la tête et une place dans la société. Nous avons joué nos rôles à la perfection. Mais il n'y avait rien de réel entre nous. Aucune intimité, aucune compréhension. Vous étiez seul, ce n'était pas une question. Oui. Constance regarda la rivière, terriblement seule. Surtout la nuit, quand la maison se taisait et que je restais seul avec mes pensées. Je restais allongé dans mon lit en me demandant « Est-ce que c'est tout ? Est-ce que ce sera toujours comme ça ? Une maison vide, un mari froid, des jours sans fin qui se ressemblent tous. » Daniel tendit la main et couvrit doucement la sienne. Constance tressaillit au contact, mais ne se retira pas. « Et puis il est mis chez moi, » continua-t-elle. Soudainement, d'une crise cardiaque. Je l'ai trouvé le matin dans son bureau. Il était assis à sa table, penché sur ses papiers, comme s'il s'était endormi. Le docteur a dit que c'était instantané, qu'il n'avait pas souffert. Et j'ai ressenti du soulagement. C'est horrible, n'est-ce pas? Mon mari était mort, et j'ai ressenti du soulagement. J'ai pleuré à l'enterrement parce que c'était la coutume. Mais les larmes n'étaient pas pour lui. Elles étaient pour moi, pour les années perdues. Pour la vie que je n'avais jamais vécue. Daniel serra sa main. Ce n'est pas horrible, c'est honnête. Vous n'êtes pas obligé de pleurer un homme qui ne vous a pas rendue heureuse. Constance se tourna vers lui, des larmes brillant dans ses yeux. Après sa mort, je suis restée seule. Nous n'avions pas d'enfant, c'était mon plus grand regret. Non pas parce que je l'aimais, mais parce que j'avais toujours voulu un enfant, quelqu'un à aimer vraiment. Mais ce n'est pas arrivé. Et je me suis retrouvée dans cette grande maison, avec l'argent qu'il avait laissé, avec la réputation d'une veuve respectable, et avec un vide à l'intérieur qui ne cessait de grandir. Et c'est là que vous avez commencé à écrire, dit doucement Daniel. Constance hocha la tête, essuyant ses yeux. Au début, juste comme ça pour moi. J'écrivais sur des femmes plus courageuses que moi, qui choisissaient l'amour plutôt que la sécurité, qui risquaient tout pour se sentir vivantes. C'était comme libérer tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Toute la passion, tous les désirs, tous les rêves qui ne se réaliseraient en jamais. Je déversais tout cela sur le papier, et cela me sauvait. Elle le regarda, et dans son regard, il y avait une vulnérabilité qu'elle se permettait rarement de montrer. J'ai envoyé le premier manuscrit presque par hasard. Je ne croyais pas qu'il serait accepté. Mais M. Cotter a écrit que c'était la meilleure chose qu'il ait lue depuis longtemps. Que j'avais un don, il a proposé de publier le livre. Mais j'ai demandé à utiliser un pseudonyme. J'avais peur que si les gens apprenaient que c'était moi, tout ce que j'avais s'effondrerait. Ma place dans la société, le respect des gens, ma vie tranquille et sûre. Mais ce n'est pas votre vie, dit doucement Daniel. C'est une cage que vous vous êtes construite, ou que vous avez laissé les autres construire pour vous. Constance retira sa main et se leva, s'approchant de l'eau. Peut-être, mais je ne sais pas comment en sortir. J'ai si peur, Daniel. Elle prononça son nom pour la première fois, et cela sonna étrangement intime. Peur du jugement, peur de la solitude, peur de tout perdre si je révèle la vérité. Daniel s'approcha par derrière,
s'arrêtant si près qu'elle sentait sa chaleur. Et si vous trouviez quelque chose de mieux? Et si, en révélant la vérité, vous trouviez la liberté? Constance ferma les yeux. Ou si je perdais tout ce que j'ai? Constance. Il prononça son nom si tendrement que son cœur se serra. Regardez-moi. Elle se retourna. Il était si proche qu'elle pouvait distinguer les éclats dorés dans ses yeux gris, les fines rides au coin de sa bouche. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, dit-il. Vous écrivez sur des choses auxquelles les autres n'osent même pas penser. Vous créez des mondes où les femmes ont le droit de choisir, de ressentir, de vivre. Mais vous avez oublié de vous accorder ce droit à vous-même. C'est différent, murmura-t-elle. Sur le papier, je peux être qui je veux. Dans la vie, je ne suis que une femme qui mérite d'être heureuse, l'interrompit-il. Une femme qui a droit à sa propre vie, pas à celle que les autres attendent d'elle. Constance sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, contrôlant soigneusement chaque émotion. Mais maintenant, quelque chose avait cédé en elle, et elle ne pouvait s'arrêter. Daniel la prit doucement dans ses bras, l'attirant contre lui. Constance ne résista pas. Elle se blottit contre sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa chemise, ses bras la tenant fermement. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à être faible, s'autorisa à pleurer, s'autorisa à s'appuyer sur quelqu'un. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Puis Constance s'écarta, essuyant son visage avec un mouchoir. « Pardonnez-moi. »« Je ne voulais pas. »« Ne vous excusez pas, » dit Daniel en écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Parfois, nous avons besoin de pleurer, de laisser sortir tout ce que nous avons gardé trop longtemps. » Constance le regarda, et quelque chose changea dans son regard. La peur était toujours là, mais il y avait aussi autre chose. De la confiance, de l'espoir. « Parlez-moi de vous, » demanda-t-elle. « De votre femme, de ce qui s'est passé. » Daniel détourna le regard, fixant la rivière. Et elle s'appelait Catherine. Nous nous sommes rencontrés à Boston, quand je commençais tout juste à travailler dans l'édition. Elle était la fille d'un professeur de littérature, intelligente, cultivée. Nous sommes tombés amoureux rapidement, nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Les premières années ont été heureuses. Nous parlions de livres, de la vie, nous faisions des projets. Et puis elle est tombée enceinte. Sa voix devint plus basse, plus tendue. L'accouchement a été difficile. Quelque chose a mal tourné. Le bébé est né mort-né et elle a succombé à une hémorragie quelques heures plus tard. Je lui tenais la main et je sentais la vie la quitter. Elle m'a demandé d'être heureux, de continuer à vivre, mais je ne savais pas comment faire sans elle. Constance posa une main sur son épaule. Je suis tellement désolée. La première année, je n'ai fait que survivre. Poursuivit Daniel, je travaillais, je mangeais, je dormais. Je ne ressentais rien. Puis un collègue m'a donné à lire un des livres d'Elizabeth Thorne, Quotas. Je l'ai lu en une nuit, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose. L'héroïne de ce livre perdait tout, mais trouvait en elle la force de recommencer. Elle choisissait la vie plutôt que la mort, l'amour plutôt que le désespoir. Et je me suis dit que peut-être je pourrais faire de même. Il se tourna vers Constance, et il y avait dans ses yeux une telle franchise qu'elle en eut le souffle coupé. « Vos livres m'ont sauvée, Constance. Ils m'ont rappelé que la vie valait la peine d'être vécue, que l'amour existe, même si nous l'avons perdu, qu'il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Alors, quand monsieur ?» Cotter indiquait qu'il voulait retrouver Elizabeth Thorne. Je me suis porté volontaire. Je voulais remercier la personne qui m'avait ramené à la vie. Constance sentit son cœur se remplir de quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. Cet homme avait lu son âme à travers ses livres.
Il la voyait telle qu'elle était, et elle le voyait tel qu'il était. Il y avait entre eux un lien qu'il était impossible de nier. « Daniel, murmura-t-elle, que faisons-nous » Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas partir. Je ne veux pas perdre ça, ce qui est né entre nous. » Constance regarda leurs mains jointes. C'était mal, dangereux, insensé. Mais c'était aussi la chose la plus juste qu'elle ait ressentie de toute sa vie. « J'ai besoin de temps, » dit-elle doucement. « De temps pour comprendre ce que je ressens, ce que je veux. »« J'attendrai, » répondit Daniel, « autant qu'il le faudra. » Ils retournèrent en ville, alors que le soleil déclinait à l'horizon. Ils marchaient séparément pour sauver les apparences. Mais quelque chose avait changé entre eux, pour toujours. Ils s'étaient révélé leurs blessures, leurs peurs, leurs espoirs. Et cela avait créé un lien qui ne pouvait être rompu. Le soir, Constance était assise à son secrétaire, regardant une feuille de papier vierge. Elle pensait à Daniel, à ses mots, à la façon dont il l'avait tenu pendant qu'elle pleurait. Elle pensait que, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Elle prit sa plume et commença à écrire. Pas une histoire pour un livre, mais une lettre. Une lettre qu'elle n'enverrait peut-être jamais. Mais il fallait l'écrire, pour mettre de l'ordre dans ses propres sentiments. Cher Daniel, traçait-elle d'une écriture soignée, aujourd'hui je t'ai révélé ce que je n'avais jamais dit à personne. Et tu l'as accepté. Tu m'as accepté. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas où ce chemin nous mènera, mais je sais que je veux le parcourir, avec toi, même si cela me terrifie, même si je risque tout, parce que pour la première fois de ma vie, je me sens vivante, réelle, moi-même, et c'est grâce à toi. Elle plia la lettre et la cacha dans le tiroir avec ses manuscrits. Peut-être qu'un jour elle trouverait le courage de la lui donner. Mais pour l'instant, ce n'étaient que des mots sur le papier, une confession qu'elle se faisait à elle-même. Constance souffla la bougie et se glissa dans son lit, sentant son cœur battre d'un rythme régulier et calme. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle l'attendait. Les jours suivants s'écoulèrent d'une manière nouvelle. Constance se réveillait le matin avec le sentiment que le monde était plus lumineux, plus riche. Elle se surprenait à sourire sans raison, ses pensées revenant constamment à Daniel, à leur conversation au bord de la rivière, à la façon dont il lui avait tenu la main. Ils se voyaient discrètement, avec précaution. Une promenade matinale jusqu'à la poste, où ils se croisaient, côte Katsau dans la rue. Une visite à la bibliothèque de l'église, où Daniel étudiait de vieux journaux tandis que Constance apportait des livres donnés. De brèves conversations devant l'épicerie, qui semblaient n'être que de la politesse ordinaire, mais qui étaient chargées de sous-entendus, de regards qui en disaient plus que des mots. Le mardi, Daniel vint chez elle dans l'après-midi, alors que Mary était au marché. Il apporta un livre, un recueil de poèmes de Whitman, et dit qu'il pensait que cela pourrait lui plaire. Ils s'assirent dans le salon, gardant une distance respectable. Mais l'atmosphère entre eux était électrique. « Il avait voulu ?» demanda Constance en feuilletant les pages. « Oui. Il écrit sur la liberté, sur le corps et l'âme, sur le droit de ressentir tout ce que l'on ressent, sans honte, sans peur du jugement. » Daniel se renversa dans son fauteuil. « Il me semble que ces idées vous sont proches. » Constance trouva un poème et le lut à voix basse, Code 5. Elle leva les yeux et vit que Daniel la regardait avec une expression qui lui coupa le souffle. « Croyez-vous à cela ?» demanda-t-il, « que nous sommes liés, que ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi. » Constance referma lentement le livre. « Je commence à y croire. Avant, j'avais l'impression d'être seul dans mes sentiments, dans mes désirs.
que personne ne pouvait comprendre ce que c'est que de vivre dans une cage de règles et de convenances, alors qu'une tempête fait rage à l'intérieur. Mais ensuite, vous êtes apparu, et j'ai compris que je n'étais pas seul. Daniel se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Constance, je veux vous demander quelque chose, et je vous prie de répondre honnêtement. Demandez. Que ressentez-vous pour moi ?» La question resta en suspens entre eux. Constance savait qu'elle devait être prudente, qu'un aveu pourrait tout changer. Mais elle était aussi fatiguée de mentir, de faire semblant. « Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, » dit-elle lentement, choisissant ses mots. « Quand je pense à vous, mon cœur se met à battre plus vite. Quand je vous vois, tout autour devient plus lumineux. Quand nous parlons, j'oublie tout le reste. Et cela m'effraie, parce que je ne sais pas comment vivre avec ça. Comment concilier ce que je ressens avec ce que je suis censé être. » Daniel se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla près du canapé où elle était assise, de sorte que leurs visages soient au même niveau. « Alors cessez d'être ce que vous êtes censé être. Soyez qui vous êtes. » Constance lui toucha la joue de la paume de sa main, et il ferma les yeux à son contact. « Je le veux. Mais j'ai si peur. Je sais, » murmura-t-il en couvrant sa main de la sienne. « J'ai peur aussi. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. Peur d'ouvrir mon cœur et de le voir se briser une fois de plus. Mais, Constance, je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. » Ils se regardèrent dans les yeux, et le monde se réduisit à cet instant, à leur souffle, à la chaleur de leurs mains. Daniel se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer, mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser prudent et tendre, qui ne dura qu'un instant, mais qui fit s'arrêter son cœur. Quand ils se séparèrent, Constance vit dans ses yeux le même choc qu'elle ressentait. « Pardon », souffla Daniel en commençant à s'écarter. « Je n'aurais pas dû... Ne vous excusez pas. » Constance retint sa main. « S'il vous plaît, ne vous excusez pas pour quelque chose qui m'a fait me sentir vivante. » Et ils entendirent le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mary revenait du marché. Daniel se releva rapidement, s'éloignant à une distance de sécurité. Lorsque la domestique entra dans le salon avec son panier, ils étaient assis comme il se doit, lui dans son fauteuil, elle sur le canapé, un livre à la main. « Et bonjour, monsieur Gray, » dit Mary en faisant une révérence. « Je ne savais pas que vous étiez là. » « J'allais justement partir, » dit Daniel en prenant son chapeau. « Je vous remercie de votre hospitalité, Madame Meredith, et pour cette intéressante conversation sur la littérature. » Après son départ, Constance resta immobile, les doigts pressés contre ses lèvres. Elle sentait encore le contact de ses lèvres, ressentait encore le vertige de ce baiser bref et innocent. Son premier vrai baiser, car les baisers de Thomas avaient été une formalité. L'accomplissement d'un devoir conjugal. Mais ceci était différent. C'était du désir, de la passion, un lien. Le soir même, Madame James Harrington arriva en ville avec sa fille. Elles s'arrêtèrent à l'hôtel en route pour Kansas City, et leur arrivée mit tout Cross Plains en émoi. Madame Harrington était une moraliste bien connue, membre d'une ligue de vertu, et elle ne manquait jamais une occasion d'exprimer son opinion. Le lendemain, un thé fut organisé chez le révérend Tompkins, et Constance ne pouvait s'y soustraire sans éveiller les soupçons. Elle enfila une robe stricte couleur cerise, attacha ses cheveux en un chignon serré et se rendit chez le pasteur avec un panier de biscuits que Mary avait préparé. Une dizaine de dames de la ville étaient réunies dans le salon. Madame Harrington trônait au centre, telle une reine, sa fille, une jeune fille pâle d'une vingtaine d'années, assise à côté, les yeux baissés. La conversation portait sur les dernières des nouvelles, le temps, la prochaine foire. Mais ensuite, Madame Harrington se mit à parler de livres. « J'ai entendu dire qu'un éditeur de Saint-Louis est arrivé dans votre ville, » dit-elle en buvant son thé,
scrutant l'assemblée. Il recherche une certaine écrivaine qui publie sous un nom d'emprunt. Constance se sentit se raidir, mais s'efforça de garder une expression indifférente. « Oui, monsieur Gray, » répondit madame Adams. Un jeune homme très agréable, instruit, bien élevé. Un jeune homme qui se livre à la diffusion de littérature immorale, dit sèchement madame Harrington. J'ai lu les livres de cette Elizabeth Thorne, des histoires scandaleuses, indécentes, qui corrompent l'esprit des jeunes filles. Une femme qui écrit de telles choses ne peut être respectable. Elle se cache derrière un pseudonyme parce qu'elle sait que son comportement est honteux. Plusieurs dames hochèrent la tête en signe d'approbation. Constance serra sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. « N'est-ce pas que chacun a le droit d'exprimer ses pensées ?» dit prudemment mademoiselle Wilson, même si ses pensées ne plaisent pas à tout le monde. « Les pensées, oui, trancha madame Harrington, mais pas les passions les plus basses. Ces livres incitent les femmes à oublier leur place, leur devoir. Ils inculquent aux jeunes filles que les sentiments sont plus importants que les convenances, que la passion justifie tous les actes. C'est dangereux. Cela détruit les fondements de notre société. » Constance ne put se retenir. Elle posa sa tasse sur la soucoupe avec un léger cliquetis. « Pardonnez-moi, madame Harrington, mais je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les livres qui détruisent la société, c'est l'hypocrisie. Quand nous forçons les gens à cacher leurs vrais sentiments, à vivre selon des règles qui les étouffent, nous ne créons pas l'ordre. Nous créons une prison. » Tout le monde se tourna vers elle. Madame Harrington haussa un sourcil. « Madame Meredith, je suis surprise d'entendre de tels propos de votre part. Vous avez toujours semblé être un modèle de bienséance. » « Un modèle ?» répéta Constance, et sa voix était amère. « Oui, j'ai joué ce rôle longtemps, mais peut-être est-il temps de se demander ce qui était vraiment important. La réputation ou le bonheur, l'opinion des autres ou sa propre vie. Le bonheur vient de l'accomplissement du devoir, dit fermement madame Harrington, en suivant les règles établies pour notre propre protection. Une femme qui place ses désirs au-dessus des convenances mérite d'être condamnée. » Constance se leva. « Alors je mérite sans doute d'être condamnée, parce que je ne peux plus vivre dans la cage que les autres ont construite pour moi. Je vous prie de m'excuser, mesdames, mais je dois y aller. » Elle sortit de la maison sans se retourner, sentant sur elle les regards choqués. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Qu'avait-elle fait? Elle venait pratiquement d'avouer ses sentiments devant toute la ville. Pas directement, mais tout le monde avait compris. Tout le monde avait vu que la respectable veuve Constance Meredith n'allait plus jouer selon les règles. Elle marchait vite, presque en courant, et ne remarqua pas qu'elle était arrivée devant l'autel. Ses jambes l'avaient menée là d'elle-même, vers lui. Constance monta au 2e étage et frappa à la porte de la chambre où logeait Daniel. Quand il ouvrit, surpris, elle entra sans attendre d'invitation. « Constance ?» Que s'est-il passé? Elle se tourna vers lui et il vit dans ses yeux quelque chose de sauvage, de désespéré. « Je viens de comprendre que je ne peux plus. Je ne peux plus faire semblant, me cacher, vivre selon des règles que d'autres m'ont imposées. Je suis fatigué d'être ce que l'on attend de moi. » Daniel ferma la porte et s'approcha d'elle. Que s'est-il passé? Constance lui raconta haletée les paroles de madame Harrington, comment elle n'avait pas pu se retenir et s'était pratiquement trahie. « J'ai tout ruiné, » conclut-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Maintenant, tout le monde va jacasser. Tout le monde pensera que je suis cette fameuse écrivaine, ou que je suis amoureuse de vous, ou les deux. » Daniel s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et est-ce le cas? Êtes-vous amoureuse de moi ?» Constance le regarda, et dans ses yeux il y avait de la vulnérabilité, de la peur, mais aussi autre chose, de la détermination. « Oui, je suis amoureuse de vous. Je ne sais pas quand c'est arrivé,
Peut-être la première fois que vous m'avez regardé et que vous avez vu non pas une veuve respectable, mais une femme vivante. Peut-être quand vous avez parlé de mes livres comme s'ils signifiaient quelque chose. Ou quand vous m'avez tenu pendant que je pleurais. Je ne sais pas. Mais je sais que ce que je ressens est la chose la plus réelle de ma vie. Et je ne veux plus le cacher. Daniel l'attira contre lui, la serrant fort dans ses bras. Je vous aime aussi. Dès l'instant où j'ai lu votre premier livre, j'ai senti un lien avec son auteur. Et quand je vous ai rencontré, j'ai compris que je vous avais cherché toute ma vie. Une femme qui voit le monde comme moi, qui n'a pas peur de ressentir profondément, intensément. Qui comprend que la vie est trop courte pour la gaspiller à faire semblant. Ils se regardèrent et entre eux Yotilitsi. Il y avait une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Constance leva la main et lui toucha le visage, ses doigts parcourant la ligne de sa mâchoire, ses lèvres. « Je veux être avec vous, » murmura-t-elle. « Pas en secret, pas à la dérobée. Je veux que tout le monde le sache. » Daniel lui baisa la paume, puis le poignet, là où battait une veine. « Alors faisons-le. Arrêtons de nous cacher. Je suis prête à rester ici si vous êtes prête à avouer la vérité. Sur vos livres, sur nous, sur tout. » Constance sentit la peur reculer, laissant place à autre chose. La liberté, le soulagement, l'anticipation. « Je suis prête, » dit-elle, « mais j'ai besoin d'une nuit de plus. Une nuit pour finir ce que j'ai commencé, pour écrire le dernier chapitre de mon livre. Et demain, je dirai la vérité à tout le monde. » Daniel se leva, l'aidant à se relever. « Et alors j'attendrai. Et demain, nous affronterons ensemble tout ce que cette journée nous apportera. » Constance l'enlaça, pressant son visage contre sa poitrine. Elle entendait son cœur battre, régulier, fort, rassurant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle avait de l'espoir. Quand elle rentra chez elle, le soir avait déjà enveloppé la ville. Mary l'accueillit avec un visage inquiet. « Madame Meredith, où étiez-vous ? Je m'inquiétais. » Madame Adams est venue. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose d'étrange au thé. « Tout va bien, Mary. » Constance sourit, et il y avait quelque chose de nouveau dans ce sourire. De la légèreté, de la liberté. Je viens de décider d'arrêter de jouer un rôle et de commencer à vivre ma vraie vie. J'expliquerai demain. Pour l'instant, je dois travailler. Ne me dérange pas avant le matin, s'il te plaît. Elle monta dans sa chambre, alluma toutes les bougies et ouvrit son secrétaire. Elle sortit les manuscrits, la plume, l'encre. Et elle commença à écrire le dernier chapitre de son livre. Le chapitre où l'héroïne fait enfin un choix, où elle choisit l'amour plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que le mensonge, la vie plutôt que l'existence. Constance écrivit toute la nuit. Les mots coulaient librement, sans effort. Elle écrivait sur la peur et le courage, sur la difficulté de faire le premier pas, mais sur la facilité de respirer une fois que l'on s'autorise enfin à être soi-même. Elle écrivait sur l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins et qui change tout. Lorsque les premiers rayons de l'aube pénétrèrent par la fenêtre, Constance termina la dernière ligne et posa sa plume. Sa main était endolorie, ses yeux se fermaient de fatigue, mais son âme était emplie d'une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait écrit son histoire, et il était maintenant temps de la vivre. Constance se réveilla en sursaut, au son de coups frappés à sa porte. Elle ne se souvenait pas s'être endormie. Elle avait dû s'assoupir à son bureau, penchée sur les dernières pages de son manuscrit. Son cou était raide, ses yeux embrumés de fatigue. Mais une étrange légèreté l'habitait, comme si un lourd fardeau venait enfin de lui être retiré. Madame Meredith, la voix de Mary était anxieuse. « Il est déjà 9 heures. Vous n'êtes pas descendue pour le petit déjeuner et je me suis inquiétée. » Constance se leva, sentant ses muscles endoloris protester. Elle s'approcha du miroir et vit un visage pâle aux yeux cernés, les cheveux en désordre. Mais son regard
avait quelque chose de nouveau, de la détermination. « Je vais bien, Mary » cria-t-elle. « Préparez-moi un bain, s'il vous plaît, et du thé bien fort. » 1 heure plus tard, Constance se tenait devant le miroir, vêtue d'une simple robe gris foncé à motif de petites fleurs salites, fleurs blanches. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon souple, laissant quelques mèches encadrer son visage. Aucun bijou, à l'exception d'une simple broche en argent, un cadeau de sa mère. Elle voulait avoir l'air d'elle-même et non de l'image qu'elle avait cultivée pendant des années. Constance descendit et trouva Mary dans la cuisine. « Mary, je dois te dire quelque chose. »« Assieds-toi, s'il te plaît. » La domestique la regarda, surprise, essuya ses mains sur son tablier et s'assit sur le bord d'une chaise. « Dans quelques heures, toute la ville apprendra quelque chose sur moi. Quelque chose qui pourrait choquer beaucoup de gens. Tu travailles dans cette maison depuis 4 ans, et je veux que tu entendes la vérité la première, de ma bouche. » Mary se redressa, son visage rond devenant sérieux. « Je suis Elizabeth Thorne, l'écrivaine que recherche M. Gray. J'écris ces livres depuis 3 ans, en secret, parce que je craignais le jugement. Mais aujourd'hui, je vais tout avouer. Et je comprendrai si tu souhaites démissionner après cela. S'il t'est pénible de travailler pour une femme avec une telle réputation. » Mary resta silencieuse un long moment, puis esquissa un lent sourire. « Madame Meredith, puis-je vous dire quelque chose? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez vous. Ces nuits où vous ne dormiez pas jusqu'à l'aube. Ces colis que vous envoyiez à Saint-Louis. Le tiroir fermé à clé dans votre secrétaire. Je ne savais pas exactement ce que vous faisiez, mais je savais que cela vous rendait heureuse. Et je suis contente que vous ayez enfin décidé d'arrêter de vous cacher. » Constance sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu resteras? »« Bien sûr que je resterai. » Mary se leva et, de manière inattendue, la serra dans ses bras. « Vous avez été si bonne avec moi toutes ces années, et le fait que vous écriviez des livres ne fait que vous rendre plus intéressante. » Constance la serra forte en retour. La première bataille était gagnée. Maintenant, c'était la guerre qui l'attendait. À 11 heures, elle enveloppa son manuscrit dans du papier brun, le ficela et sortit de la maison. La rue était animée, une journée de semaine ordinaire à Cross Plain. Des femmes se rendaient bientôt au marché, des hommes discutaient devant le saloon. Plusieurs personnes la saluèrent et Constance répondit, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il s'adressait à elle avec respect. L'hôtel se trouvait au centre de la ville. Constance monta au deuxième étage et frappa à la porte de la chambre de Daniel. Il ouvrit immédiatement, comme s'il l'attendait. Constance. Ses yeux exprimaient à la fois l'anxiété et l'espoir. « Êtes-vous prête ?»« Je suis prête, » dit-elle en lui tendant le paquet. « C'est mon dernier manuscrit, le dernier livre d'Elizabeth Thorne. Je veux que tu sois le premier à le lire. » Daniel prit le paquet mais ne le déballa pas. De quoi parle-t-il? D'une femme qui a joué un rôle toute sa vie, et d'un homme qui l'a aidée à voir qui elle était vraiment. De la peur d'être soi-même, mais de la terreur encore plus grande de vivre dans une cage que l'on s'est construite. Constance marqua une pause. « C'est notre histoire, Daniel, la tienne et la mienne. » Il posa le manuscrit sur la table et la prit dans ses bras. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que je suis là, que je ne partirai pas. »« Je sais, » murmura-t-elle. « C'est précisément pour ça que j'ai le courage de le faire. » Ils descendirent ensemble. Dans le hall de l'hôtel se trouvaient nos quelques personnes, dont le propriétaire, M. Perkins. Quand il les vit ensemble, il haussa un sourcil, mais ne dit rien. « Monsieur Perkins », Constance s'approcha du comptoir. « Pourriez-vous faire savoir qu'aujourd'hui, à 4 heures, je ferai une déclaration importante sur la place de l'église? Toutes les personnes intéressées sont invitées. » M. Perkins échangea un regard avec Daniel, puis hocha la tête. « Bien sûr, Madame Meredith. » « Puis-je demander de quoi il s'agira ? »
de la vérité, répondit simplement Constance. La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. À 3 heures, tout le monde savait déjà que la respectable veuve Constance Meredith allait faire une sorte de déclaration. Les spéculations allaient bon train, certains pensaient qu'elle annoncerait ses fiançailles, les avec l'éditeur de passage, d'autres supposaient qu'elle avouerait un lien avec la mystérieuse écrivaine. D'autres encore étaient en simplement curieux. Constance passa ses heures chez elle, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Elle réécrivit plusieurs fois un petit discours, s'efforçant de trouver les mots justes. Mary lui apporta de la soupe, mais elle ne put manger. Son estomac était noué. À 3h30, Madame Adams vint la voir. « Constance, ma chère », la vieille dame entra sans frapper, comme c'est à son habitude. Toute la ville est en ébullition. Qu'as-tu l'intention de faire ? Constance la regarda, cette femme qui avait été sa voisine et sa seule véritable amie dans cette ville. Je vais dire la vérité sur moi. Et j'ai peur qu'après cela, tu ne veuilles plus me parler. Madame Adams s'assit dans un fauteuil, la fixant attentivement. Où est-ce cette écrivaine, n'est-ce pas? Elizabeth Thorne. Constance hocha la tête. La vieille dame se renversa dans son fauteuil et se mit à rire, doucement, avec surprise. Tu sais, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus en toi. Tu es trop intelligente, trop observatrice pour te contenter de rester à la maison à broder. Et ces livres, j'en ai lu un, tu sais. En cachette, parce que tout le monde disait qu'ils étaient scandaleux. Et je me suis dit que l'auteur comprenait ce que c'est que d'être une femme qui veut plus que ce qui lui est permis. Tu ne me condamnes pas, murmura Constance. Te condamner, ma chère, je suis fière de toi. Tu as trouvé un moyen d'être toi-même dans un monde qui exige des femmes qu'elles soient silencieuses et obéissantes. Cela demande du courage. Madame Adams se leva et lui prit la main. Et je serai au premier rang quand tu parleras, pour que tu saches que tu n'es pas seule. Constance la serra dans ses bras, sentant sa peur s'apaiser un peu. À 4 heures, la place de l'église était bondée. On aurait dit que toute la ville était venue, hommes, femmes, enfants, même des fermiers des environs. Certains avaient apporté des caisses et des tonneaux pour s'asseoir. Les conversations bourdonnaient comme un essaim d'abeilles. Constance s'approcha des marches de l'église, d'où elle pouvait bien voir tout le monde, et où tout le monde pouvait la voir. Daniel se tenait au bord de la foule, sa présence lui donnant de la force. Madame Adams était assise au premier rang, à côté du docteur Harris et du juge Wilson. Mary se tenait près d'une colonne, lui souriant pour l'encourager. Constance leva la main et le bruit s'apaisa progressivement. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde devait l'entendre. « Je vous remercie d'être venu, » commença-t-elle. Et sa voix, à sa grande surprise, était ferme. « Je vous ai demandé de vous réunir ici parce que je veux dire la vérité. Une vérité sur moi que je cache depuis 3 ans. » Elle prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Constance Meredith. Mais certains d'entre vous me connaissent sous un autre nom. Elizabeth Thorne. » Une vague d'exclamations parcourut la foule. Quelqu'un haleta, un autre cria de surprise. Madame Harrington, qui se tenait à l'écart avec sa fille, devint blême et s'agrippa au bord d'un banc. Constance attendit que le bruit s'apaise un peu et poursuivit. « J'ai commencé à écrire après la mort de mon mari. J'écrivais parce que je ne savais pas comment exprimer autrement tout ce que je ressentais, toute la douleur, la solitude, le désir de quelque chose de plus que la vie que je menais. J'écrivais sur des femmes qui avaient le droit de choisir, de ressentir, d'aimer. Et je cachais mon once parce que j'avais peur. Peur du jugement, peur de perdre ma place dans la société, peur d'être rejetée. » Elle regarda Daniel et son regard lui donna la force de continuer. « Mais je suis fatigué d'avoir peur. Fatigué de faire semblant.
fatigué de vivre comme les autres attendent de moi, au lieu de vivre comme je le souhaite. Oui, mes livres sont passionnés. Oui, ils parlent de choses dont les dames convenables ne devraient pas parler. Mais ils sont honnêtes. Ils reflètent ce que beaucoup de femmes ressentent mais n'osent même pas s'avouer. C'est une honte. La voix de Madame Harrington déchira le silence. Vous avez déshonoré cette ville. Vous avez déshonoré la mémoire de votre mari. Une femme respectable n'écrirait jamais de telles saletés. Constance se tourna vers elle, et ses yeux n'exprimaient aucune peur, seulement du calme. Une femme respectable est une femme qui est honnête avec elle-même et avec les autres. Une femme respectable ne cache pas ses sentiments et ses pensées par peur de l'opinion d'autrui. J'ai écrit sur l'amour, la passion, la liberté de choix. Si cela fait de moi une femme non respectable à vos yeux, alors je suis prête à accepter cette condamnation. « Mais vous avez menti !» cria quelqu'un dans la foule. « Vous nous avez trompés pendant toutes ces années. »« Oui, j'ai menti, » admit Constance, « parce que j'avais peur. Mais le mensonge me rongeait de l'intérieur. Et je ne peux plus vivre ainsi. Je préfère être rejetée pour ce que je suis, plutôt qu'acceptée pour ce que je prétends être. » Le juge Wilson se leva de sa place. Il était l'un des hommes les plus respectés de la ville, et son opinion avait du poids. Madame Meredith, sa voix était sévère. Comprenez-vous que votre aveu a des conséquences? Que beaucoup dans cette ville ne pourront plus vous fréquenter comme avant? Je le comprends, juge Wilson. Constance soutint son regard. Et j'y suis prête. Le juge hocha la tête, puis, de manière inattendue, sourit. Alors permettez-moi de vous dire que j'admire votre courage. Peu de gens ont l'audace de défendre leurs convictions, surtout quand cela signifie aller à l'encontre de l'opinion publique. Et bien que je n'ayais pas lu vos livres moi-même, ma fille les a lus, et elle m'a dit qu'il l'avait aidé à comprendre qu'une femme peut être forte tout en restant une femme, que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Et il se tourna vers la foule. Je crois que cette ville devrait être fière d'abriter une véritable écrivaine, une femme de talent dont les livres sont lus dans tout le pays. Au lieu de la condamner, nous devrions la soutenir. Plusieurs personnes manifestèrent leur approbation. Le docteur Harris se leva et prit également la parole. « Je connais Madame Meredith depuis de nombreuses années. Elle a toujours été bonne, généreuse, prête à aider. Elle a aidé les malades, fait des dons à l'Église, soutenu ceux qui en avaient de besoin. Le fait qu'elle écrive des livres ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Cela fait d'elle une personne complexe et intéressante. Mais tout le monde n'était pas d'accord. » Madame Harrington se retourna et partit, entraînant sa fille et quelques autres dames. Le révérend Tompkins se tenait à la porte de l'église, le visage de marbre, désapprouvant manifestement la scène. Quelques hommes chuchotaient en secouant la tête. Constance voyait cette division, ceux qui étaient prêts à l'accepter et ceux qui la condamnaient. Mais elle voyait aussi un nombre surprenant de visages exprimant leur soutien. Des jeunes femmes et familles qui la regardaient avec admiration. Des dames âgées qui hochaient la tête avec compréhension. Même quelques hommes qui semblaient respecter son honnêteté. « Je comprends que certains d'entre vous ne me pardonneront jamais, » poursuivit Constance. « Et c'est votre droit. Mais j'espère aussi que d'autres comprendront pourquoi j'ai fait cela. Parce que je veux vivre une vie authentique. Parce que je suis fatigué de me cacher derrière un masque de convenance. Parce que la vie est trop courte pour la gaspiller à faire semblant. » Elle marqua une pause, rassemblant son courage pour un dernier aveu. « Et il y a autre chose que vous devez savoir. Monsieur Daniel Gray est venu ici pour trouver Elizabeth Thorne. Il l'a trouvée. Et au cours de ce processus, nous sommes tombés amoureux. » Une nouvelle vague d'exclamations. Constance vit Daniel se frayer un chemin à travers la foule pour la rejoindre. Il monta les marches et se tint à ses côtés, lui prenant la main à la vue de tous.
C'est la vérité, dit-il d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Je suis venu ici en tant qu'éditeur, mais je reste en tant qu'homme qui a trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie. Une femme d'un talent, d'un courage et d'une honnêteté rare. Et si elle accepte, je veux passer le reste de ma vie à ses côtés. Il se tourna vers Constance, et il y avait tant d'amour dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Constance Meredith, voulez-vous m'épouser » Le temps s'arrêta. La place retint son souffle. Constance le regardait. Cet homme qui l'avait vue telle qu'elle était, l'avait acceptée, l'avait aimée. Et elle comprit que la réponse était évidente depuis le début. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je le veux. » Daniel l'attira contre lui et l'embrassa, là sur les marches de l'église, devant toute la ville. Et Constance ne se déroba pas. Elle l'enlaça, répondant à son baiser, sans se soucier de ce que les autres penseraient. Quand ils se séparèrent, des applaudissements retentirent. Pas tout le monde, mais beaucoup. Madame Adams essuyait ses larmes en souriant. Mademoiselle Wilson applaudissait avec enthousiasme. Même Monsieur Henderson, l'épicier conservateur, applaudissait, bien qu'il ait l'air perplexe. Le reste de la journée se déroula comme dans un rêve. Les gens s'approchaient d'eux, certains pour les féliciter, d'autres pour poser des questions, d'autres encore par simple curiosité. Constance répondit honnêtement à toutes les questions, ne cachant plus rien. Le soir, ils étaient assis sur le porche de sa maison, Constance, Daniel et Madame Adams. Mary apporta du thé et du gâteau, puis se retira discrètement. « Et maintenant » demanda Madame Adams en buvant son thé. « Vous restez ici ou vous partez » Constance regarda Daniel. « Nous n'en avons pas encore discuté. Je peux travailler de n'importe où, dit Daniel. Monsieur Cotter sera ravi que je reste ici pour représenter la maison d'édition. Mais la décision te revient, Constance. C'est ta maison, ta ville. » Constance réfléchit, regardant la rue où les lumières s'éteignaient dans les maisons. Cette ville avait été sa cage pendant des années. Mais c'était aussi l'endroit où elle avait trouvé sa voie, écrit ses livres, rencontré son amour. « Je veux rester, » dit-elle lentement, mais différemment. Non pas comme une veuve qui se cache du monde, mais comme une écrivaine qui vit ouvertement, comme une femme qui a choisi son propre chemin. « Alors nous resterons. » Daniel porta sa main à ses lèvres. « Et nous construirons une nouvelle vie ici, ensemble. » Madame Adams se leva pour partir. « Tu sais, Constance, dit-elle sur le seuil, aujourd'hui tu as fait quelque chose d'important, pas seulement pour toi, pour toutes les femmes de cette ville qui ont peur d'être elles-mêmes. Tu leur as tous montré que c'était possible, que l'on peut choisir. C'est ton véritable cadeau au monde, pas tes livres, bien qu'ils soient ce merveilleux, mais l'exemple. » Quand la vieille dame fut partie, Constance et Daniel restèrent seuls sous le ciel étoilé. « Tu ne regrettes rien » demanda-t-il doucement. « Quoi ? D'avoir avoué ? » ?»« Non. » Constance se blottit contre son épaule. « Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de respirer à plein poumon. Oui, certaines personnes m'ont tourné le dos. Oui, ma vie ne sera plus jamais la même. Mais c'est une bonne chose, parce que l'ancienne vie n'était pas la mienne. Et maintenant, j'ai la chance de vivre une vie authentique. » Ils restèrent assis ainsi longtemps, se tenant la main, regardant les étoiles s'allumer une à une. Au loin, un coyote hurlait, le vent faisait bruire les feuilles des arbres. La vie continuait, la vie calme et réglée d'une petite ville à la frontière de la civilisation. Mais pour Constance, tout avait changé. Elle n'était plus simplement la veuve Meredith. Elle était Constance Meredith, écrivaine. Elizabeth Thorne, créatrice de monde. Et bientôt, l'épouse de Daniel Gray. Elle était elle-même. Enfin. 3 mois plus tard, Constance se tenait à la fenêtre de son bureau.
Elle avait transformé l'ancienne chambre d'amis en lieu d'écriture. Le soleil inondait la pièce de lumière. De nouvelles pages de manuscrits reposaient sur la table, et une alliance brillait à son doigt. Le mariage avait été discret, avec seulement les plus proches. Madame Adams, le docteur Harris, le juge Wilson, Mary, quelques amis de la ville. Le révérend Tompkins avait refusé de les marier. Mais le juge avait célébré la cérémonie chez lui, et c'était parfait. Tout le monde en ville ne l'avait pas accepté. Madame Harrington était partie une semaine après l'aveu, déclarant à qui voulait l'entendre qu'elle ne pouvait rester dans un lieu qui tolérait une telle déchéance morale. Quelques dames avaient cessé de la saluer, mais beaucoup d'autres, au contraire, s'étaient rapprochées. De jeunes femmes venaient la voir, lui demandaient un tes conseils, partager leurs rêves. Mademoiselle Wilson avoua qu'elle voulait écrire aussi, et Constance l'aida dans ses premières tentatives. La maison d'édition lui proposa un nouveau contrat, à des conditions encore plus avantageuses. Daniel ouvrit un petit bureau en ville, représentant les intérêts de la maison d'édition dans l'Ouest. Ils travaillaient ensemble, elle écrivait, il corrigeait, ils discutaient d'idées, partageaient leurs opinions. Et elle était heureuse, vraiment heureuse pour la première fois de sa vie. Constance entendit des pas dans l'escalier et se retourna. Daniel entra dans le bureau avec une tasse de thé. Comment avance le travail? Bien. Elle prit la tasse avec un sourire reconnaissant. J'écris sur une femme qui ouvre une école pour filles dans une petite ville. Elle leur apprend non seulement à lire et à écrire, mais aussi qu'elles ont le droit de choisir leur destin. On dirait une autobiographie, sourit Daniel. En partie. Constance but une gorgée de thé. Tous mes livres parlent un peu de moi, de ce que j'apprends, de ce que je ressens, de ce en quoi je crois. Daniel l'enlaça par derrière, et ils se tinrent à la fenêtre, regardant la petite ville qui était maintenant leur foyer. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Constance. « D'être venue ici ? Non. C'était la meilleure décision de ma vie. » Il l'embrassa sur la tempe. « Je n'ai pas seulement trouvé l'auteur que je cherchais. Je t'ai trouvé. La vraie toi. » Constance se tourna dans ses bras et l'embrassa. Doucement, tendrement, avec gratitude pour tout ce qu'il lui avait donné, pour le courage d'être elle-même, pour un amour inconditionnel, pour la vie qu'ils construisaient ensemble. Quand ils se séparèrent, elle le regarda dans les yeux et y vit son propre reflet. Pas la veuve respectable qu'elle avait prétendu être, pas la mystérieuse Elizabeth Thorne se cachant derrière un pseudonyme, mais simplement Constance. Une femme qui écrivait, aimait, vivait pleinement sa vie. « Et tu sais, dit-elle doucement, quand tu es venu me voir pour la première fois, j'ai cru que tu allais détruire ma vie. Au lieu de cela, tu m'en as donné une nouvelle. Nous nous sommes donné une nouvelle vie l'un à l'autre, la corrigea Daniel. Tu m'as sauvé avec tes livres et je t'ai aidé à sortir de l'ombre. » Constance se blottit contre lui, sentant son cœur battre d'un rythme régulier et calme. Dehors, la ville vivait sa vie, ordinaire, réglée, simple. Mais pour elle, ce n'était plus une cage, c'était un foyer, un endroit où elle pouvait être elle-même, où elle pouvait écrire ses histoires et vivre son histoire. L'histoire de Constance Meredith, écrivaine et femme qui avait choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la peur, la vie plutôt que l'existence, ne faisait que commencer. Et elle comptait bien en vivre chaque chapitre pleinement. Elle retourna à son bureau, prit sa plume et se mit à écrire. Les mots coulaient librement, sans effort, emplis de lumière et d'espoir. Elle écrivait sur des femmes qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes. Sur l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins, sur le fait que le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais le courage de vivre honnêtement. Et quelque part dans ces mots se trouvait sa vérité. La vérité que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'amour est réel,
qu'il y a toujours une chance de recommencer. Constance sourit en continuant d'écrire. Son histoire, l'histoire d'une double vie, était terminée. Mais l'histoire d'une vraie vie ne faisait que commencer. Et c'était la meilleure histoire qu'elle ait jamais racontée.